Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du parent hélicoptère et je vais vous donner, après avoir exploré la question du parent hélicoptère, des pistes pour apprendre à lâcher prise si vous vous reconnaissez dans cette description. Alors on va parler des parents, bien sûr, aujourd'hui. Si vous pensez que vous contrôlez, vous supervisez votre enfant, bah, effectivement, ça fait partie, bien sûr, du rôle du parent qui doit protéger son enfant. Alors, en quoi le contrôle peut-il devenir un problème? À quel moment devient-il excessif? Et savons-nous faire la part des choses entre supervision raisonnable et envahissement intrusif? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis ravie de vous présenter ces pistes pour vous aider dans votre quotidien de parents. Et on commence tout de suite par la description du parent hélicoptère, alors qui est un peu une synthèse de plusieurs contenus. Il n'y a pas forcément de consensus unique hein, sur ce sujet, mais on pourrait dire que le parent hélicoptère, c'est un parent soucieux de son enfant qui est très impliqué, parfois jusqu'à l'excès. Il est donc très présent dans la vie de son enfant, même quand l'enfant grandit et potentiellement quand il en aurait du coup moins besoin. Il tourne, ce parent hélicoptère, autour de son enfant à l'affût d'un moindre obstacle ou d'un danger qu'il va chercher à évincer. Il est prêt à réagir pour prendre la moindre décision ou régler le moindre problème de son enfant. Alors on va commencer par regarder la différence entre deux formes de contrôle. D'abord parce que le contrôle n'est pas forcément quelque chose de néfaste. D'ailleurs, beaucoup d'études ont démontré que le contrôle et le sentiment de contrôle étaient importants et que toute proportion gardée, ça participe à l'équilibre mental, notamment parce que le sentiment de contrôle va aider à surpasser les difficultés. À l'inverse, il a aussi été identifié que le sentiment d'incontrôlabilité déclenche parfois des symptômes proches de la dépression. On voit et on comprend bien qu'il ne s'agit pas de diaboliser la notion de contrôle, mais de effectivement voir dans quelle mesure, à certains moments, il peut devenir excessif. Alors, si l'on prenait le terme de supervision, bien effectivement, on serait dans un contrôle plutôt raisonné. Il s'agit de quoi? Il s'agit de garder un œil sur les allées et venues de son enfant, surveiller ses fréquentations, ce qu'il mange, ses devoirs, tout ce qui touche à ses activités à l'intérieur et aussi en dehors de la maison. L'intention ici, elle est d'assurer la protection de l'enfant par rapport aux menaces extérieures, en limitant, en encadrant ses sorties de piste, en veillant aussi à maintenir un environnement sécurisé et clément pour lui. Alors maintenant, si l'on parle du contrôle excessif qui va du coup devenir inapproprié, là on est plus sur une inquiétude parentale qui peut se transformer en anxiété, voire en angoisse démesurée et souvent déconnectée de la réalité. Alors dans ce contrôle excessif, finalement, tout va devenir prétexte à contrôler, intervenir, interdire, parfois même espionner les faits et gestes de l'enfant et poser des ultimatums à ces initiatives. On va poser des limites. L'intention ici, elle est souvent de se rassurer en tant que parent, d'empêcher les situations anxiogènes et de limiter le facteur inconnu qui lui aussi, on le sait, est anxiogène. Donc on l'aura compris, il s'agit de trouver finalement le bon compromis, le bon équilibre dans ce contrôle qui n'a pas à devenir excessif. Alors pourquoi? Parce que justement dans le contrôle excessif, eh bien, il y a des conséquences qu'on va passer rapidement en revue tout de suite. Donc l'hyper-contrôle, hein, l'hyper-parentalité, on pourrait dire, a des conséquences sur plusieurs niveaux. Alors pour l'enfant, pour commencer, il y a des conséquences qui sont liées à la manière dont il va se vivre dans les expériences de vie qu'il va affronter tous les jours. Il peut se sentir limité, un peu entravé dans ses initiatives, dans sa spontanéité, dans sa liberté, frustré aussi parfois de ne pas pouvoir aller au bout, par exemple, des envies, des choses qu'il aimerait expérimenter, empêcher dans ses initiatives et donc dans sa marge d'action. Finalement, ça va freiner son sentiment de capacité qui se développe justement quand l'enfant expérimente, développe à travers ses expériences des capacités, des compétences et cet hyper contrôle va freiner le développement de ses compétences et donc son sentiment de capacité.
Alors pour le parent, eh bien en fait, il va y avoir un autre effet, c'est que plus il va être dans l'hyper-contrôle et plus il va avoir le sentiment que l'enfant ne peut pas se protéger seul. C'est sans doute une croyance qu'il a au départ d'ailleurs. Et puisqu'il est convaincu que l'enfant ne peut pas se protéger seul, se débrouiller seul, eh bien ça va renforcer finalement la motivation à contrôler son enfant. On voit là très clairement qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire moins le parent donne l'occasion à l'enfant de montrer qu'il se défend seul, qu'il se débrouille seul, qu'il est capable de régler ses problèmes, moins il a confiance en lui et plus il va se reposer sur son parent qui se sent alors indispensable à la protection de son enfant. Et vous voyez, il y a un cercle vicieux parce que finalement l'enfant finit par croire que effectivement il a absolument besoin de son parent pour faire face aux différentes situations. Vous voyez, on est dans une forme de schéma de relation qui va s'installer. Alors, il y a un autre élément qui est important et qui m'amène à poser une question que chacun peut se poser, c'est quelle représentation du monde avons-nous, avez-vous pour quelle raison cette question vient à ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que la représentation que chacun a du monde peut avoir une influence, d'abord sur notre manière d'agir en tant que parent, mais aussi sur l'influence que l'on va avoir sur son enfant. Alors, est-ce que vous savez quelle représentation du monde vous transmettez à votre enfant? Et savez-vous que, quelle que soit votre intention, eh bien, votre comportement va transmettre, va influencer la conception, la perception que votre enfant va avoir à la fois de vous, mais aussi des représentations que vous vous faites des autres, du monde. Alors par exemple, si vous vous sentez anxieux par rapport aux autres et au monde en général, votre enfant a de grandes chances d'intégrer cet a priori et de développer des stratégies de défense instinctives pour se protéger d'un danger pressenti, même si ce danger n'est pas réel. Il va donc développer par rapport à ça, au monde et aux autres, un rapport anxieux et donc suivre un petit peu l'attitude que vous pouvez nourrir de votre point de vue à vous. Donc c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir éventuellement enrayer les choses quand effectivement on se rend compte que c'est le cas. Alors, quels sont les comportements problématiques? Je vais vous en énumérer quelques-uns dans cette vidéo qui se veut synthétique. Donc, par exemple, les enfants, dans leur environnement actuel et dans les sociétés occidentales, en particulier dans certains pays, sont comme managés. Ils ont un emploi du temps qui est souvent très, très rempli et certains enfants ont peu de temps pour une initiative plus spontanée. Ils vont donc suivre un emploi du temps qui en général est calé par les parents et donc ils vont être dans une... voilà, ils vont suivre tout simplement l'emploi du temps qu'on leur donne. Ce qui est important ici, c'est que du coup, ça va encore une fois limiter la possibilité de prendre des initiatives et d'avoir une marge d'action finalement pour développer ses capacités, développer ses initiatives, développer sa créativité, on en parlera un petit peu plus tard. Le deuxième point, c'est le filtre de méfiance qui va s'ajouter parfois au comportement hélicoptère du parent. C'est quoi le filtre de méfiance? C'est un a priori négatif sur l'enfant qui a des conséquences importantes et qui est présent dans beaucoup de relations parent-enfant. Et puis troisième comportement problématique, une sorte de prise de pouvoir sur l'enfant qui parfois est assumée et parfois justifiée même par le parent qui finalement fait les choses à la place de l'enfant, prend vraiment pouvoir sur se substitue finalement à la décision de son enfant, même quand il est en âge pourtant de pouvoir prendre des décisions. Et cette prise de pouvoir, évidemment, elle est problématique dans la mesure où elle ne permet pas à l'enfant finalement de grandir en autonomie. On va voir maintenant quelques causes du contrôle. Pourquoi, chez certains parents, il y a cette tendance à vouloir contrôler l'enfant, à vouloir tourner autour de lui et s'immiscer dans ses faits et gestes et sa vie du quotidien. Alors là encore, je vais vous énumérer quelques causes à l'hyperparentalité. La première, c'est quelque chose finalement qui est très positif. Depuis quelques décennies maintenant, la parentalité est quelque chose qui a été très investi, qui s'est démocratisé, qui est valorisé.
ce qui a donné lieu à une très forte implication en fait de la part des parents, un très grand investissement parental. L'enfant est perçu vraiment comme un être important. Les familles d'aujourd'hui ont moins d'enfants, parfois ont eu du mal à avoir même cet enfant, et donc il y a une notion de préciosité autour de l'enfant, et puis avec l'idée que finalement rien n'est de trop pour protéger ce trésor que l'on a. Ça peut être encore plus le cas quand on a eu du mal, par exemple, à avoir l'enfant et que du coup il arrive un peu comme un miracle au milieu de la vie des parents. Et ça, évidemment, il n'y a rien de négatif hein, là-dedans. Il ne s'agit pas de montrer, de pointer du doigt. On est bien sûr, c'est très positif d'être très impliqué pour son enfant. La question, ce sera de savoir à quel moment ça devient excessif. Alors le deuxième point, c'est le rapport à sa propre histoire qui peut être soit en opposition, soit en transposition. Par exemple, de parents qui ont été livrés à eux-mêmes dans leur enfance, puis ont pris le contre-pied ensuite de cette éducation laxiste en établissant un cadre plus structurant, parfois même excessivement structurant, ou alors une répétition transgénérationnelle qui là est passée d'une éducation très stricte, très directive, à finalement une répétition avec sa propre progéniture. Donc c'est important d'éclairer parfois son histoire personnelle et notamment les aspects éducatifs pour comprendre ce qui se joue en soi et ce que l'on joue en fait avec nos enfants, qui a rapport la plupart du temps avec la manière dont on a été enfant, la manière dont nos parents ont été parents avec nous. Et puis il y a un troisième point, une troisième cause qui peut être la tendance anxieuse. On n'est pas tous égaux face à l'anxiété, on peut avoir une anxiété un petit peu diffuse, souterraine, qui peut être liée à un traumatisme ou non, et que l'on va instinctivement reporter sur l'enfant, l'incitant à devancer les menaces potentielles, parce que quand on est dans l'anxiété, c'est relié à l'émotion de la peur, et on a du coup le sentiment permanent d'être face à des menaces potentielles. Et donc cette tendance-là, elle va forcément s'exprimer, s'extérioriser, se manifester dans notre manière d'être parent avec notre enfant. Et puis, dernière cause, eh bien, la fragilité de l'enfant. Alors, elle peut être liée à un handicap, une fragilité, parfois une grossesse difficile, qui va accentuer la peur de perdre l'enfant, une vigilance accrue par rapport justement à une fragilité qu'il a pu avoir, par exemple, à la naissance, et qui va faire qu'on va avoir une attitude couvante. Et cette attitude qui est tout à fait justifiée, légitime à la naissance, n'est plus forcément justifiée en fait avec le temps qui passe. Et donc c'est cette attitude couvante qui perdure, qui va parfois devenir en fait l'hyperparentalité. Trois autres causes psychologiques que je ne vais pas développer ici, mais qui sont malgré tout importantes et qui sont vraiment encore en rapport avec les aspects psychologiques, hein, personnels. Ça peut être en rapport avec l'image de soi, la nécessité, le ressentiment, le besoin de pouvoir mettre en avant une image positive de soi devant les autres. Et il peut y avoir des raisons très personnelles à ça. Autre cause, compenser, une culpabilité intériorisée, puis une forme de compensation à surinvestir, à se surimpliquer en fait avec son enfant qui va justement un peu basculer dans le trop. Et puis le perfectionnisme également, si on est un parent perfectionniste, et bien effectivement il va y avoir une tendance finalement à vouloir faire les choses à la place de l'enfant parce qu'on pense parce que par exemple que c'est mieux fait. Donc ça, ce sont des causes évidemment à identifier également à titre personnel, parce que elles influencent encore une fois la parentalité avec son enfant. Alors je vais vous donner, comme je le disais au début de cette vidéo, des pistes pour lâcher prise, sachant que ces pistes, je vous en donne quelques-unes, vraiment les plus importantes à mon idée, mais vous pourrez retrouver d'autres pistes et puis d'autres détails sur cette hyperparentalité dans une conférence. Vous trouverez les liens sous la vidéo que vous venez de voir. Donc si ça vous intéresse d'approfondir ce sujet, n'hésitez pas à suivre les liens pour aller plus loin et regarder la conférence dans son intégralité. Alors les pistes pour apprendre à lâcher prise, tout d'abord, il faut comprendre de quoi l'enfant a besoin quand il est face à des situations inconnues, difficiles, nouvelles, des obstacles, on pourrait dire, des difficultés ou des problèmes.
Alors, tout d'abord, il a besoin de sécurité, il a besoin de votre confiance, de savoir que vous êtes présent. Tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Tu as des capacités, tu as des possibilités pour apprendre à te protéger si besoin. Pas forcément tout seul d'ailleurs, parce que là on peut identifier avec l'enfant des ressources. Par exemple, les ressources, ça peut être l'adulte à côté de lui qui est là pour venir en aide si toutefois il a besoin d'être aidé. Donc il a besoin de se sentir rassuré. Le deuxième besoin, c'est le besoin de confiance. Je sais que tu es capable de faire de ton mieux, d'apprendre à t'adapter, à repérer les dangers. Et la confiance que j'ai en toi, eh bien, ça va t'aider finalement à développer ta capacité à t'adapter, développer tes compétences. Ça, c'est les deux besoins essentiels. Donc, comment on répond à ces besoins sans se substituer à son enfant? Par exemple, en posant des questions. D'ailleurs, dans la conférence, je vais vous énumérer quelques questions clés finalement qui sont importantes à poser avec, sur soi, mais aussi avec son enfant. Valider avec l'enfant ce que l'on pense et ce que l'on ressent, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, l'hyperparentalité, elle est souvent basée sur une perception. Est-ce que je pense que mon enfant a vraiment besoin de moi? Est-ce que je le vois en difficulté? Est-ce que je pense qu'il ne se sent pas capable de se débrouiller seul? Eh bien, je vais valider ça avec l'enfant plutôt que de rester sur mes propres représentations qui ne sont pas forcément toujours les vraies, toujours validées en fait par l'enfant. On va instaurer, et ça c'est une des clés par rapport à ce lâcher prise, une discussion, un échange avec son enfant pour pouvoir décider, travailler ensemble. Puis un autre aspect, c'est de travailler l'esprit critique de son enfant, qui est une manière de développer aussi son autonomie, à réfléchir les choses et à faire les choses à sa manière. Alors comment on peut participer à développer l'esprit critique de son enfant? Eh bien, par exemple, on va l'interroger sur ce qu'il pense, sur ce qu'il perçoit. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as vu les risques de la situation? On l'amène à se poser des questions sur la situation qu'il va vivre, qu'il a vécu, et l'amener à réfléchir. En fait, on va l'amener à prendre du recul et à travers cette question, il va comme se questionner sur ce qui est en train de se passer, plutôt que de rester, comme on pourrait dire, la tête dans le guidon, puis être dans l'action. Là, on l'amène sur un autre niveau, un niveau de réflexion, de prise de recul, qui a pour but justement de lui apprendre, de l'inciter à réfléchir, à poser ses pensées et à développer donc son esprit critique. On peut aussi partager sa pensée d'adulte, sa pensée de parent. Voilà moi ce que je ressens, voilà moi ce que je pense. Et j'argumente parce que l'argument, il est une façon de traduire finalement que la pensée, c'est pas une pensée automatique, c'est une pensée qui a été raisonnée, rationalisée, et c'est une invitation finalement pour l'enfant à faire de même. Donc c'est important en tant qu'adulte de donner comme un modèle à voir à son enfant. Et puis lui proposer à son tour de développer sa pensée et d'argumenter. Qu'est-ce qui te fait penser que? Pourquoi penses-tu qu'il y a ce risque-là? Ou qu'est-ce qui te fait penser qu'il n'y a pas de risque? Ou qu'est-ce qui te fait penser que tu n'en seras pas capable, par exemple? Donc, développer l'esprit critique, ça va vraiment être un élément clé qui peut se faire évidemment pas en un seul coup, mais qui peut être tout à fait utile et intéressant tant pour l'enfant que pour le parent. Alors maintenant, quelques pistes pour lui apprendre à se défendre face aux menaces. Alors, on peut l'informer par exemple sur les ressources et les moyens à sa disposition qui sont mobilisables, et évidemment ici ce sera important d'identifier ce qui est adapté évidemment à son âge. On ne va pas donner les mêmes ressources à un adolescent de 14 ans qu'à un enfant de 7 ans. Il faut bien sûr pouvoir adapter en fonction des possibilités de l'âge de l'enfant. On peut ensuite identifier avec lui les menaces réelles et potentielles. Et du coup, en faisant ça, on va évincer déjà les menaces imaginées, les menaces virtuelles, on pourrait dire ça comme ça. En faisant ça, on va aussi identifier le degré de dangerosité. Est-ce que c'est une petite menace, une grosse menace? Est-ce que elle va forcément, c'est forcément une menace qui va apparaître, ou bien elle a très peu de chances d'apparaître? Et puis donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces menaces? Donc j'ai appelé ça le plan de secours.
avant des situations qui sont potentiellement à risque. Par exemple, ça peut être avoir un numéro de téléphone à contacter vraiment si on est face à un problème, prévenir quelqu'un, être à deux quand on va quelque part, chercher des informations pour pouvoir résoudre son problème. C'est vraiment un plan d'action ou un plan de secours dont on va parler évidemment avec l'enfant avant la situation pour l'aider à se sortir de la situation problème. Et puis évidemment, d'une manière globale, on va développer sa confiance en lui. Je ne veux pas développer ce point-là puisqu'il a été largement développé dans d'autres vidéos, mais évidemment c'est un point très important puisque l'enfant, parce que c'est de la confiance en soi qui est justement touchée dans l'hyperparentalité, eh bien ça va être important de soutenir et de défendre et de développer sa confiance en lui. On va aussi éviter d'encourager une position de victime, notamment en développant un sentiment de capacité et de force. C'est important parce que la victimisation, malheureusement, elle va entraîner une posture qui va induire finalement dans la relation quelque chose de déséquilibré et de façon très subtile risque d'être comme un engrenage pour l'enfant qui finalement, au lieu d'être acteur des situations, va les subir. Et c'est vraiment important de sortir de ce sentiment de finalement ne pas avoir le contrôle justement et d'être comme victime des situations et des difficultés qu'il vit. Donc, avant-dernière piste que je voudrais vous proposer, c'est qu'en fait, en tant que parent, peut-être qu'avec cette vidéo, vous allez vous dire « Ah, peut-être que mon curseur, il est peut-être un petit peu trop haut. Peut-être qu'avant, j'avais tout à fait raison de me comporter comme ça avec mon enfant, mais maintenant, il a grandi, il est plus capable, je vais pouvoir le rendre plus autonome. » Alors j'ai envie de vous proposer de bouger un petit peu le curseur, de redéfinir le niveau de maîtrise qui vous semble suffisant pour protéger votre enfant, mais qui ne va pas l'empêcher de faire ses propres expériences et surtout, parce que c'est ça le plus important, de grandir en autonomie. C'est ça le but de tout parent, le destin de chaque enfant, c'est de pouvoir être capable de voler de ses propres ailes, de sortir du milieu familial et d'être pleinement autonome. Et puis, la balle, j'ai envie de dire, elle est dans votre camp. Elle est vraiment dans le camp du parent que vous êtes. Alors, j'ai envie de vous proposer, prenez les responsabilités qui vous appartiennent pour changer les choses parce que c'est possible, c'est pas une fatalité. Votre hyperparentalité elle est certainement basée sur de très bonnes intentions au départ, mais pour des causes qu'on a identifiées ou peut-être d'autres causes, eh bien, ça a pris une proportion trop importante. Alors, je vous invite à prendre la responsabilité de ce choix, de cette tendance. Et puis, n'attendez pas que ce soit votre enfant qui vous raisonne, qui dépasse vos écueils ou éventuellement vous rassure. Peut-être que c'est le moment de se dire, voilà, je vais prendre maintenant les choses en main, puis faire des petits pas pour avancer vers une issue plus favorable. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt sur Family Psy.